5 females murdered on Oahu in the 1980s, and police believe it was the work of a serial killer. A suspect was never charged, but we spoke with the brother of one of the victims, and he's hoping police can use new technology to solve this cold case. Vicky Gail Purdy, 29 mai 1985. Regina Sakamoto, 15 janvier 1986. Louise Medeiros, 26 mars 1986. Denise Hughes, 30 janvier 1986, ainsi que Linda Pease, 3 mai 1986. 5 femmes qui ont toutes été tuées entre 1985 et 1986 sur l'archipel de Hawaï à Honolulu. Seules, isolées, soit au beau milieu de la nuit, soit à l'aube d'un nouveau et triste jour, elles ont toutes eu le malheur de croiser l'étrangleur de Honolulu. Homme toujours recherché et jamais retrouvé. Il avait un mode opératoire bien à lui, une façon de mettre en scène ses crimes, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Regina Sakamoto a été retrouvée, partiellement dénudée, ainsi que les mains liées. Il semblerait qu'elle ait été agressée sexuellement, puis étranglée, sans que personne ne la voie, sans que personne ne puisse lui venir en aide. Son frère, Omar, témoignera en disant que la dernière fois qu'elle a fait parler d'elle, c'était le matin même, en ratant son bus pour aller se rendre à son lycée, le 14 janvier 1986. Omar découvrira tristement, comme tant d'autres citoyens, le corps partiellement dénudé et le corps surtout mort de sa sœur, le matin même, au fait divers. Il découvrira que sa sœur est morte près du Kihi Lagoon, qui lui-même est près d'une route, à côté d'un grand axe routier, mais une route qui en elle-même est pas très empruntée, surtout si tant est que le crime ait été fait en pleine nuit. On peut tout à fait comprendre que le tueur a eu le temps de déposer sa victime sur le bord du lagoon, sur le bord de la route, sans laisser aucune trace. Omar confiera sa relation avec sa sœur bien-aimée au journaliste. Il dira qu'elle était à la fois sa sœur mais aussi son amie. On peut donc en déduire qu'ils avaient tous deux une relation solide et que la mort de sa sœur a sonné comme une journée très sombre pour lui. Regina avait malheureusement 17 ans lorsqu'elle est décédée. Elle avait un avenir tout tracé devant elle et la personne qui a décidé de la tuer a décidé aussi de lui ôter tout son avenir, tout le potentiel qu'elle avait de rendre fiers ses proches, de se rendre fière elle-même. Le tueur a également ôté une personne importante pour tant d'êtres humains. C'était à la fois une sœur, à la fois une fille, à la fois peut-être une petite amie, à la fois une amie, c'était quelqu'un d'important. Mais lui, il a décidé de la manipuler et de la jeter sur le bord du lagoon, sur le bord de la route, comme si c'était qu'un objet. C'est totalement répugnant de sa part. Dès la découverte du corps, beaucoup de personnes seront mobilisées au sein du FBI, dont les profilers. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec le terme profiler, je vais vous décrire avec mes mots et donc avec des mots simples ce que sont les profilers et à quoi servent-ils dans une enquête de ce type-là. En fait, les profilers vont être là pour dresser un profil type du tueur en question. Lorsqu'on a affaire à un tueur en série, on sait donc qu'il a sa manière de faire, il a sa signature et avec les meurtres, on peut en déduire qu'elle agit là à peu près une tranche d'âge. Est-ce qu'il est type caucasien? Est-ce qu'il est... On sait pas, voilà. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est machin? Est-ce qu'il est maniaque? Est-ce qu'il est... Voilà, en fait, ils vont pouvoir dresser un profil type du tueur afin que la police puisse réduire leur champ de recherche et puisse avoir des pistes pour essayer de rechercher au mieux l'homme qui a commis ces crimes. Pour notre étrangleur de Honolulu, ce sera un homme type caucasien, entre 30 et 40 ans, avec un casier judiciaire vierge jusqu'à présent et qui traque des femmes entre 17 et 36 ans, près de là où elles vivent ou de là où elles travaillent et près des arrêts de bus. Vous vous en doutez, concernant l'âge ainsi que la localisation et pas mal d'autres éléments, les profilers ont pu dresser un profil type après seulement quelques meurtres. C'est pas dès le premier meurtre qu'ils peuvent dresser un profil type. Déjà, dès le premier meurtre, ils savent même pas que c'est un tueur en série. Je vous rappelle qu'un tueur en série, c'est à partir de 3 meurtres qu'on peut considérer qu'une personne est un tueur en série. 3 meurtres dont on est sûr et certain de pouvoir relier les 3 entre eux. Ça a mis un petit peu de temps, mais in fine, c'est le profil type qu'on a. Vous remarquerez donc qu'on n'a pas non plus énormément d'éléments, donc l'enquête ne commence pas très bien. L'homme est décrit comme un pervers, avec un problème envers la gente féminine au vu de ses crimes, et qui saisit toute bonne opportunité pour lui afin de faire subir le même sort à chacune de ses femmes. Trom a sûrement eu un coup de frénésie meurtrière, sûrement dû à un déclenchement dans sa vie personnelle, qui a sonné comme le déclic pour faire surgir ce qui sommeillait de plus terrible en lui depuis tout ce temps. Le meurtre de Regina a été important pour l'enquête, car c'est le deuxième meurtre, et donc c'est le seul meurtre où on a pu commencer à voir un petit peu entre elles les affaires. Effectivement, quand la police a vu ce deuxième meurtre, ils ont immédiatement pensé au premier meurtre, donc de Vicky. Ils se sont dit, là il y a quand même beaucoup de similitudes, et ce meurtre-là a pu commencer à laisser penser que c'est un tueur en série. La police, en tout cas de ce que nous disent les médias, a plutôt bien réagi dès les débuts. Malheureusement, vous le savez, on est en 1985, et donc l'ADN, tout ça,
c'est pas autant développé qu'aujourd'hui, même si ça commençait un petit peu à se développer, donc les débuts de l'enquête seront assez pénibles à faire. Ce qui ne laissait plus aucun doute sur le fait qu'on avait désormais affaire à un tueur en série, c'est qu'en seulement 2 mois après Regina, que le corps de Denise Hughes, 21 ans, a été retrouvé. Même mode opératoire. La femme a violemment été agressée, pas loin d'un arrêt de bus selon les recherches, et comme les 2 autres femmes, agressées sexuellement, puis étranglées et retrouvées mains attachées près d'un grand axe, sur une route pas énormément fréquentée, surtout suivant les heures du crime. Cette fois, la police en est sûre. C'est un seul et même homme qui a commis les 3 meurtres. La première, Vicky, a été faite le 29 mai 1985. C'est 8 mois après que la deuxième victime a été déplorée, et seulement 2 mois après, une autre victime vient. On peut donc en déduire que notre opportuniste, notre tueur opportuniste, notre étrangleur de Honolulu est en pleine frénésie meurtrière et qu'il s'active et qu'il n'hésite pas. Dès qu'il a une opportunité, il y va. Et c'est à partir de ce moment-là que le profil type va commencer à se dresser. C'est à ce moment-là que la police, au vu du temps entre chaque agression, ils peuvent en déduire que c'est un opportuniste et pas quelqu'un qui va traquer ses victimes. Pour l'occasion, une cellule spéciale sur les tueurs en série a été créée pour cette affaire le 5 février. Procédure habituelle suit son cours, mais là où c'est compliqué, pour les forces de l'ordre, ce sont les preuves, les témoins. Il n'y en a presque pas. Du sang a bien été retrouvé et analysé, mais le groupe sanguin appartenant aux traces est bien trop vaste, et donc regroupe plus de 82% de la population qui possède le type O et le type A retrouvés sur les différentes scènes de crime. Des caméras de surveillance ont été fouillées, mais là encore rien de concluant. Rien de flagrant. C'est comme si la police avait affaire à un homme fantôme qui laisse, ici et là, des femmes comme si pour lui, ce n'était que l'objet pour assouvir ses pulsions. Et pourtant, meurtre après meurtre, mois après mois, la police a bien eu un suspect. Et je m'en excuse, malgré toutes mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver son nom. Peut-être le nom a-t-il été masqué, n'a-t-il pas été divulgué afin que cette personne ne subisse pas de harcèlement ou quoi que ce soit dans sa vie, mais j'ai pas réussi à trouver le nom. Mais le premier suspect de cette affaire a vite été écarté parce que bien les résultats sanguins ne correspondaient absolument pas aux scènes de crime, donc il a vite été écarté. C'est malheureux pour la police et pour le FBI parce qu'il semblerait qu'à première vue, il avait l'air de cocher pas mal de cases et que de notre tueur, les analyses sont formelles, c'est pas lui. Et pourtant, un jour, un homme est devenu, jusqu'à sa mort, le principal suspect de cette terrible affaire. Parlons de Howard Gay. Né le 1er janvier 1943 à Erie County dans l'état de New York et vécu à Apple Valley en Californie pendant 15 ans. Tout ce que j'ai pu choper de sa vie personnelle, c'est qu'il était en poste à la base aérienne George où il a été démobilisé avec les honneurs en 1965. Il a ensuite travaillé chez Continental Telephone Victorville en Californie comme moniteur de ligne, puis comme réparateur de téléscripteurs. Ensuite, en 1968, il a été embauché par Flying Tiger Lines à l'aéroport international de Los Angeles, par Federal Express à Memphis. C'est donc, vous savez, FedEx, le fameux FedEx qu'on voit en Amérique, aux États-Unis, c'est très connu. Je précise ça, retenez bien qu'à partir de maintenant, notre homme a travaillé à FedEx. C'est important parce qu'à la fin de la vidéo, je vous réserve une petite anecdote et je pense que c'est assez important de retenir ça. Il avait un fils, Jason Scott Gay, qui est né le 4 août 1968 et décédé dans un accident de voiture le 21 juin 1986, âgé de 17 ans. Je vais pas plus m'étaler sur lui, on sait qu'il a des frères, des sœurs, des machins, mais ça sert à rien pour notre affaire, on va pas vraiment en entendre parler. Je vous ai juste parlé de son fils, qui, retenez bien, il est mort en 1986, le 17 juin. C'est assez important pour la suite de la vidéo, parce que moi, personnellement, à la fin, j'y ai mis une petite théorie, mais retenez, à partir de 1968, il a travaillé chez FedEx, et il a un fils qui est mort le 17 juin 1986. On continue. Venons-en aux faits. Pourquoi ce fameux Howard Gay a-t-il été suspecté, mais jamais jugé et jamais condamné pour ses crimes? Lors de la dernière victime, Linda Peace, ce fameux Howard Gay s'est approché lui-même de la police en disant qu'un médium lui avait indiqué où le corps de cette 5e victime était. Et selon la médium, le corps se situerait sur l'île de Sable. Mais l'emplacement exact que Howard a indiqué s'est avéré faux. Pour autant, la police a bel et bien trouvé le corps sur l'île, après avoir fouillé entièrement cette dernière. Après donc avoir trouvé le corps de cette 5e et dernière victime, Howard Gay a été appréhendé et a été arrêté pour l'interroger. Et c'est là que les premières preuves vont être apportées, car c'est son ex-femme et la petite amie qui l'avait au moment des faits qui vont, écoutez-moi bien, témoigner contre lui pour des faits qui sont on ne peut plus bizarres. En effet, les deux femmes ont eu un discours plus ou moins similaire sans se concerter, voire même exact. Elles décrivent toutes deux un homme charmeur qui aime plaire et draguer d'autres femmes. Elles indiquent que l'homme avait un fétiche pour le bondage, chose que les deux femmes ont accepté et pratiqué lors de leurs ébats sexuels. Elles précisent toutes deux que pendant ou à la fin de leurs ébats, Howard avait pour habitude d'attacher leurs mains, exactement de la même manière qu'il aurait fait pour ses victimes. Howard Gay n'avait absolument aucun alibi solide et pour cause, sa petite amie de l'époque indique que Howard Gay n'était pas présent à la maison la nuit de tous les meurtres et elle ignorait où son compagnon se trouvait.
et elle n'avait jamais eu de réponse de sa part. Mais ce n'est pas tout. 2 mois après les déclarations de son ex-femme et de sa petite amie actuelle au moment des faits, une autre femme va venir témoigner. Elle dit être persuadée d'avoir vu Howard Gay avec Linda Peace le soir de son meurtre. Elle est sûre, elle l'a vu. C'est donc pour cette raison que la police va faire deviner à cette femme qui est Howard. Vous savez, elle met plusieurs photos avec Howard et d'autres inconnus devant elle, et dès le premier coup, sans tromper, sans hésitation, rien, elle montre Howard Gay. C'est cet homme-là, elle en est sûre. Vous pourrez me dire, peut-être qu'elle l'avait vu avant dans les médias, mais je pense, j'ai pas toutes les sciences exactes, tout ça, mais je pense qu'à ce moment-là, il n'avait pas été encore montré dans les médias. Peut-être que son visage n'a pas encore été mis à la télé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à ce moment-là, on se dit, ok, bah l'homme, on le tient plus ou moins, on n'a pas vraiment énormément de preuves, mais peut-être qu'on peut le faire craquer. Malheureusement, cette femme a décidé de retirer son témoignage dans le sens où ils lui ont proposé, la police lui a proposé de témoigner devant le juge contre Howard Gay, mais elle a refusé. Pourquoi elle a refusé? On ne sait pas. Moi, je devine et on pense, c'est ce que d'autres internautes sur Reddit ont pensé, c'est qu'en fait, elle avait peur qu'il n'y avait pas assez de preuves contre Howard Gay et donc que malgré le jugement, il n'aille pas en prison. Et elle a déclaré à la police qu'elle est sûre et certain que Howard Gay l'avait aussi vu cette nuit-là. Elle avait donc peur que malgré son témoignage, il n'aille pas en prison et qu'à côté, il décide de se venger. Et donc, elle avait peur des représailles de Howard Gay. Elle n'a donc pas témoigné contre lui et il sera libéré. Finalement, Howard Gay a été relâché et plus jamais on a eu assez de preuves pour l'arrêter et l'inculper ne serait-ce que pour un seul meurtre. Il décédera le 2 novembre 2003 âgé de 60 ans d'une insuffisance rénale. Passons maintenant aux théories des internautes et d'un témoignage d'un homme sur Reddit. Je précise que cette partie vidéo ne relate pas de faits mais tient compte de certains témoignages dont on ne peut pas vérifier la véracité des propos ainsi que des théories qui ne sont donc pas avérées vraies, dont une petite théorie qui est la mienne. Premièrement, rappelez-vous qu'il a travaillé chez FedEx. Une personne de Reddit dit l'avoir connu car il était instructeur avionique pour FedEx et que Howard lui a enseigné à Memphis entre 1997 et son départ de la compagnie FedEx. Il en a donc des souvenirs vagues, mais rien d'étrange ou de bizarre venant de cet homme. Il le décrit comme un bon professeur, même plutôt sympa. Son témoignage ne sert à rien pour l'enquête. Néanmoins, il est possible que ce soit vrai, car premier point, les dates concordent pas mal dans son témoignage. Et ça nous indique qu'après tout ça, Howard Gay a continué à vivre, contrairement à ses victimes, si ce dernier était bien le tueur. Passons maintenant à la fin de la vidéo et à ma théorie personnelle, qui est totalement sorti de mon chapeau, mais ça m'a fait tilt. Et je pense que ça peut expliquer peut-être certains événements durant les meurtres et après les meurtres. En tout cas, n'hésitez pas, après cette théorie, à me donner vos avis en commentaire et à me faire, vous, vos théories en commentaire. N'hésitez pas à me dire, à partir de maintenant, si vous pensez ou non que Howard Gay est bien l'étrangleur de Honolulu. Déjà, Howard Gay semble avoir eu des échecs successifs avec sa vie sentimentale. Il n'y a qu'à voir, son ex-femme et sa copine au moment des faits ont témoigné contre lui. On peut dire que peut-être qu'il n'avait pas forcément des relations très stables. En plus, elles le décrivent comme quelqu'un de dragueur, de charmeur, donc on peut douter de sa fidélité. On peut donc penser que c'est quelqu'un qui était constamment dans l'insuffisance, dans le je veux toujours plus. C'est peut-être ça qui a fait que il en est mené à agresser sexuellement des femmes parce que en fait il s'est dit je veux prendre ce que je ne peux pas avoir dans ma vie personnelle sexuelle. Il y a certainement d'autres facteurs, je tiens à dire que je ne suis pas psychologue, je suis pas profiler, je suis pas enquêteur, rien d'autre, mais je pense que ça fait partie des éléments. Il n'avait pas assez de son côté dans sa vie personnelle, il avait rien, il n'avait pas assez pour assouvir tous ses fantasmes. Il s'est donc potentiellement dit qu'il allait tuer des femmes pour les agresser sexuellement et assouvir tous ses fantasmes. Ensuite, ça la police l'a quand même plus ou moins dit, on voit que c'est vraiment une pulsion pendant un temps qu'il a eu. Il a fait, écoutez-moi bien, 5 meurtres en l'espace d'1 an, ce qui est quand même énorme. On a donc, je pense, affaire quand même à quelqu'un de frustré, quelqu'un d'opportuniste qui a eu un petit déclic dans sa vie personnelle et qui s'est mis à passer à l'action, commettre les actes les plus horribles que l'être humain est capable de faire. Ensuite, deuxième théorie, pourquoi après avril il n'y a rien eu? Alors je pense qu'il y a eu beaucoup avec la police. Effectivement, le fait que son ex-femme, sa petite copine, une femme random témoigne contre lui, ça a certainement dû lui faire peur et l'empêcher de continuer. Mais pourquoi n'a-t-il pas recommencé plus tard? Alors déjà, le temps que tout ça se tasse, on peut deviner que vers les années 2000, il y a plus d'enquêtes, plus de meurtres qui sont arrivés à son terme, qui arrivent à être élucidés. Parce que au-delà des années 2000, l'ADN évolue et donc c'est plus dur de faire des crimes comme on l'entendait en 1980. Ça, c'est déjà
un premier point, mais surtout, retenez bien, son fils est décédé le 17 juin 1986. Son 5e meurtre s'est déroulé en avril 1986. On peut donc penser que la mort de son fils a été un frein émotionnel pour lui, à continuer de tuer. On peut penser qu'il a été tellement abattu de tout ça qu'il en est amené à arrêter toutes sortes d'activités criminelles. Et puis en plus, après, il a rencontré une autre femme. Donc vous dites bien qu'il n'est pas resté avec sa petite amie qu'il a balancé à la police. C'est un enchaînement qui a fait qu'il a arrêté ses crimes. C'est à dire que tout ça n'était que purement théorique. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos avis en commentaire. Et oui, encore une fois, pour moi, ce sont peut-être des pistes, mais je ne suis ni policier, ni du FBI, ni profiler, ni aucune branche de la psychologie. Alors, ce ne sont que de pures spéculations, et ce sont purement des choses imaginaires, car j'aime bien enquêter de mon côté. Parfois, il faut aussi accepter qu'un être humain peut commettre les pires horreurs, sans aucune raison, et d'un coup, d'un seul, arrêter de la même manière, sans réelle explication. Howard Gay décédera le 2 novembre 2003, âgé de 60 ans, d'une insuffisance rénale. Il n'aura donc finalement jamais été en prison. Il n'aura jamais purgé la peine qu'il devait purger, si tant est qu'il ait réellement été le meurtrier de ces 5 pauvres femmes, à qui la vie souriait, et qui, j'en suis sûr, étaient toutes promises à un avenir radieux. Est-ce que Howard Gay était vraiment l'étrangleur de Honolulu? Était-ce un autre homme? On ne le saura jamais. La seule chose que l'on puisse finalement vraiment affirmer dans cette affaire, c'est que personne ne purgera la peine qu'il devait purger initialement pour les crimes qu'il a commis. Voici pour cette affaire. Je dois dire que je suis très content de cette affaire. C'est une affaire que je ne connaissais pas. Je voulais absolument faire une première vidéo sur le true crime pour un petit peu tâter et voir si ça peut vous plaire. En plus de ça, j'ai vraiment eu un travail d'enquête de mon côté parce que je voulais en savoir plus sur cette famille-là, la famille Gay. Donc, sur un mémorial au nom de Howard Gay, il y avait tous les noms de ses frères, ses sœurs ou autres. J'ai cherché, j'ai fouillé tous les noms. Et alors déjà, avec un nom de famille comme il l'avait, sans moquerie, vous vous doutez bien que je suis tombé sur des pages bizarres et vous doutez bien qu'à l'heure actuelle, mon historique a des liens bizarres. Enfin bref, j'ai essayé de fouiller beaucoup de choses. J'ai essayé vraiment de voir si des membres de sa famille n'avaient pas des déclarations ou autres. C'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur les true crime, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravi de vous en refaire. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Aura les gars, prenez très bien soin de vous ainsi que de votre famille. C'est le plus important. Salut!